La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Si vous voulez que 2026 soit l'année où vous prenez enfin le contrôle de vos finances, c'est probablement l'épisode le plus important à écouter parce que, honnêtement, la plupart du monde arrive en janvier sans savoir combien ils ont en actifs, sans savoir c'est quoi leur dette et surtout, ils n'ont aucun plan pour faire croître leur valeur nette. Et c'est malheureux, mais il n'y a personne qui s'enrichit par accident. Et c'est pour ça que, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous devriez faire avant la fin de l'année 2025 pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers l'année prochaine. Donc, première des choses, avant de planifier 2026, vous devez savoir exactement où vous en êtes rendu en date d'aujourd'hui. Donc, en décembre, c'est un bon timing pour faire votre bilan financier. Question de calculer votre valeur nette. Commencez par additionner vos liquidités, donc tout ce qui est en cash. Votre compte chèque, votre compte épargne, votre fonds d'urgence. Ensuite, on additionne toute la valeur de vos placements, donc votre CELI, votre REER, vos comptes non enregistrés. Cet exercice-là va vous aider à voir plus clair au niveau de vos actifs, surtout si vous avez des comptes bancaires dans différentes banques ou que vous avez investi avec différents courtiers en ligne. Tu sais, moi, j'ai des comptes à BMO, à la TD, à Banque Nationale. J'ai aussi des investissements sur BNCD, Questrade, Wealthsimple. Donc, au moins une fois par année, c'est important de faire le tour de tout ça et de constater combien vous avez en placement et combien vous avez aussi en cash. Ensuite, on poursuit avec la section un peu moins sexy du bilan financier. Je parle ici des passifs, donc vos dettes. Vous additionnez le solde de votre hypothèque, de votre marge de crédit, de votre prêt auto, etc. Et l'idée, c'est de comptabiliser l'ensemble de vos dettes et d'identifier le taux d'intérêt de chacune d'elles. Et c'est ça qui va vous permettre de mettre en place une stratégie pour venir réduire le plus possible votre endettement. Et si vous êtes propriétaire, ne pas oublier d'inclure dans votre bilan l'équité que vous avez accumulée sur votre maison. Pour calculer ça, c'est facile. Regardez sur Centris pour voir des propriétés comparables dans votre secteur. Ça va vous permettre de déterminer la valeur marchande approximative de votre maison. Donc, prenez ce montant-là et déduisez le solde hypothécaire et ça va vous donner une idée de l'équité que vous avez accumulée sur votre maison. Et une fois que votre bilan est terminé, ben là, vous avez enfin une vraie photo de votre situation financière. Vous savez exactement ce que vous possédez, ce que vous devez et aussi votre valeur nette. Donc, c'est les actifs moins les passifs. Et à partir de là, ben, à chaque année, vous allez pouvoir voir l'évolution de vos placements, de vos dettes et en fait, constater si vous en allez dans la bonne direction ou non. Ensuite, la deuxième chose à faire, ce serait d'établir vos objectifs financiers pour 2026. Mais là, attention, il y a une bonne manière de le faire si vous voulez vraiment atteindre vos buts. Dans le sens que les objectifs vagues, ça mène nulle part. Là, si vous vous dites, je veux avoir plus d'argent, je veux moins dépenser, je veux investir plus, c'est trop abstrait. Pour que vous puissiez dire que vous avez atteint ou non vos objectifs, il faut que vos objectifs ils soient spécifiques, mesurables et qu'il y ait un échéancier précis dans le temps. Je donne un exemple. Votre objectif d'épargne, ça pourrait être « Je veux investir 12 000 $ dans mon CELI en 2026 », ce qui correspond à des cotisations de 1 000 $ par mois. Ça, c'est mesurable dans le temps. Et même principe, avec un objectif de dette, ça pourrait être « Je veux clairer ma carte de crédit avant décembre 2026, j'ai un solde de 9 000 $, ce qui veut dire qu'il faut que je rembourse à ce moment-là 750 $ par mois. Comme ça, ben vous avez un plan, vous avez des objectifs précis et l'année prochaine, vous allez pouvoir constater si, oui ou non, vous avez réalisé vos objectifs financiers.
Et honnêtement, vos objectifs financiers, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être que le rendement annuel de votre portefeuille dépasse la performance de l'indice S&P 500. Ça peut être de mettre une somme d'argent de côté pour un voyage que vous prévoyez faire l'année prochaine. Normalement, vous devriez être en mesure de trouver au moins 2-3 objectifs à atteindre en 2026 et ça va vous donner un guideline par rapport à votre capacité d'épargne, vos objectifs au niveau de vos placements et sinon, comment réduire vos dettes. Une troisième chose à faire à chaque fin d'année, c'est d'aller vérifier vos abonnements et vos dépenses récurrentes comme votre forfait de téléphone, votre forfait Internet avec Bell ou Vidéotron, vos assurances auto et habitation. Ce sont des postes de dépenses où vous pouvez trouver des économies mensuelles qui peuvent vous aider à dégager un plus gros surplus dans votre budget. Et je parle de ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas long, c'est quelque chose qui n'est pas complexe. Par exemple, vous pouvez annuler vos abonnements à Prime, Disney+, Netflix, Apple TV, Crave. C'est pas comme si c'était tous des besoins essentiels puis que vous allez tout écouter les séries qui sont disponibles. D'ailleurs, vous pourriez faire autre chose que d'écouter des séries, des films. Sinon, juste en faisant une couple d'appels téléphoniques à vos fournisseurs, vous pourriez facilement économiser des centaines de dollars par année. C'est un appel de 15 minutes avec le service à la clientèle qui vous fait gagner 300$ sur 12 mois. C'est plus rentable que la moitié des revenus passifs que vous allez voir passer sur TikTok. Je vous rappelle que c'est des revenus nets, donc après impôt, que vous sauvez à chaque mois et que vous pouvez utiliser ailleurs, que ce soit pour rembourser vos dettes ou pour investir. Autrement dit, faire le tour de vos abonnements et de vos factures mensuelles, c'est une manière rapide d'augmenter la portion de votre argent qui se redirige vers vos objectifs financiers. Ensuite, la quatrième chose à faire avant la fin de l'année 2025, ce serait pour les employés qui sont dans des grandes entreprises, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'employés qui passent à côté de l'opportunité d'obtenir de l'argent gratuit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a bien du monde qui ne savent pas, qui ont accès à des contributions de la part de leur employeur, que ce soit avec un REER collectif ou avec un régime d'achat d'actions. Et je vais vous expliquer tout ça. Je vais commencer avec le régime d'épargne retraite collectif. Disons que votre employeur offre un REER collectif avec contribution égale sur les premiers 3% que vous cotisez. Dans ce cas-là, si vous faites 70 000 par année et que vous voulez maximiser la contribution de votre employeur, vous devez investir 3% de votre salaire. Donc 3% de 70 000, c'est 2100 $ et à ce moment-là, votre employeur, il va matcher vos cotisations, c'est-à-dire que lui, il va venir ajouter un autre 2100 $. Donc grosso modo, vous mettez 2100 de votre poche, mais vous vous retrouvez avec 4200 $ dans votre REER collectif. On s'entend que c'est pas mal l'équivalent d'un rendement de 100%. J'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y a aucune stratégie d'investissement qui vous garantit un rendement instantané de 100%. Donc c'est pour ça qu'un REER collectif avec un employeur qui match vos contributions jusqu'à un certain pourcentage de votre salaire, c'est l'une des seules manières de doubler votre cash sans aucun risque. Sinon, il y a aussi des entreprises au Québec qui sont cotées en bourse, donc généralement ce sont des grosses multinationales, et ces compagnies-là, ils offrent ce qu'on appelle un régime d'achat d'actions au personnel, donc pour les employés, et au même titre que le REER collectif, c'est une autre opportunité d'aller chercher de l'argent gratuit auprès de son employeur. Le concept, c'est que le programme permet aux employés de devenir actionnaires de leur entreprise, dans le sens de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, mais le vrai bonus, il provient du fait que certaines entreprises contribuent à la hauteur des 50% des premiers 6% de votre salaire que vous investissez en actions. Je vais vous donner un exemple simplifié pour vous faire comprendre. Disons que vous faites 100 000 par année dans une compagnie qui est cotée en bourse et qui offre un régime d'achat d'actions. Vous cotisez 6% de votre salaire, donc 6% de 100 000, c'est 6 000. Et à ce moment-là, votre employeur, il va ajouter un autre 3 000 $ supplémentaires en actions. Mais à noter que généralement, ces actions-là, celles qui ont été fournies par l'employeur, ils deviennent les vôtres après une période d'1 an. Mais au final, ça revient à dire que vous investissez votre argent et que l'entreprise vous offre immédiatement 50% de plus. Et encore une fois, c'est un rendement immédiat que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Ces programmes-là, qu'il s'agisse d'un REER collectif
ou d'un régime d'achat d'actions, ils sont souvent ignorés ou mal compris par les employés, mais je vous le dis tout de suite, si votre employeur propose ce type de programme-là, règle générale, ça peut être une belle façon d'aller chercher de l'argent supplémentaire sans travailler davantage. Et j'ai bien dit règle générale parce que si Lion Électrique offrait un régime d'achat d'actions à ses employés, malheureusement pour eux autres, ça a mal fini, mais dans la plupart des cas, ça reste des belles opportunités d'aller chercher de l'argent gratuit auprès de son employeur. Et on poursuit avec la 5e chose à faire avant la fin de l'année, et c'est davantage du point de vue fiscal. Et dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement pour tout le monde. En fait, c'est pour ceux qui sont rendus à investir dans un compte non enregistré, c'est-à-dire à l'extérieur du CELI, REER, R3E, CELIAP. Et si c'est votre cas, je veux vous expliquer comment vous pouvez réduire vos impôts avec les pertes en capital. Disons qu'en 2025, vous avez réalisé un gros gain en capital, soit en vendant des actions, un FNB, de la crypto, un immeuble locatif, peu importe, vous pouvez vendre des actions à perte et utiliser cette perte-là pour réduire votre gain imposable. Je vous donne un exemple. Disons que vous avez fait un gain capital de 50 000, mais de l'autre bord, vous avez une perte en capital de 10 000. Donc, à ce moment-là, votre gain en capital imposable, c'est 50 moins 10 000, donc ça devient 40 000 $. Et comme vous le savez, il y a seulement 50% de votre gain capital qui est imposé à votre taux d'imposition marginal, ce qui veut dire que 50% de 40 000, ça veut dire que vous auriez seulement de l'impôt à payer sur la somme de 20 000 $. Par contre, il faut faire attention avec les pertes en capital parce que il y a la règle des pertes apparentes de l'Agence du revenu du Canada. Et la règle, c'est que si vous vendez des actions pour réaliser une perte en capital, vous ne pouvez pas racheter les mêmes actions dans les 30 jours suivants. Donc, par exemple, vous décidez de vendre vos actions de TELUS à perte, vous ne pouvez pas en racheter le lendemain matin parce que fiscalement, ce ne sera pas considéré comme une perte en capital. Il faut absolument laisser passer une période de 30 jours et il ne faut pas en avoir acheté non plus dans les 30 jours précédents la vente qui fait en sorte que vous avez une perte en capital. Et pour conclure sur le sujet des pertes en capital, une autre chose intéressante à savoir là-dessus, c'est que si vous n'avez pas de gain en capital cette année, vos pertes, elles peuvent être utilisées 3 ans en arrière ou indéfiniment dans le futur. Autrement dit, vous pouvez utiliser vos pertes en capital de 2025 pour des gains en capital des 3 dernières années ou pour n'importe quel gain en capital que vous allez faire dans le futur. Et c'est ce qu'on appelle se construire une banque de pertes. Et ça, c'est vraiment utile pour ceux qui investissent présentement dans des comptes non enregistrés parce que ultimement, vous allez vendre à profit, vous allez réaliser des gains en capital, mais vous allez pouvoir vous servir de vos pertes en capital du passé pour venir réduire l'impôt à payer sur vos gains en capital dans le futur. Et pour finir, la dernière chose à faire avant le mois de janvier, pour moi, c'est de faire le point sur vos investissements. Et là, je m'adresse évidemment aux investisseurs autonomes. D'ailleurs, je vais subdiviser cette section-là en 2 parties. La première, ça va être pour ceux qui achètent des actions individuelles, ce qu'on appelle du stock picking. Et la deuxième, c'est pour ceux qui investissent dans des fonds indiciels. Donc, premièrement, si vous achetez des actions individuelles pour bâtir votre portefeuille, moi, c'est ça que je fais, dans ce cas-là, prenez le temps de contre-vérifier votre thèse d'investissement pour chacune des actions que vous possédez. Autrement dit, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que le modèle d'affaires de la compagnie est encore le même? Est-ce que ses finances sont encore autant solides et résilientes qu'au moment où vous avez acheté les actions? Est-ce que la mission de l'entreprise correspond encore à vos attentes en tant qu'actionnaire? Et c'est important que dans ce processus-là, ce ne soit pas le prix des actions qui guide votre décision. Personnellement, je vais vendre seulement si je considère que l'entreprise ne mérite plus mon capital, que ce soit au niveau du modèle d'affaires, des produits-services que je crois plus, la situation financière s'est détériorée, peu importe. Et à ce moment-là, je me fous si l'action est en hausse de 400% ou en baisse de 40%. Le prix de l'action, c'est une réflexion temporaire du sentiment du marché vis-à-vis
les parts de l'entreprise. Si je suis un actionnaire à long terme, c'est pas le prix de l'action qui devrait décider si je vends mes parts ou non. Donc, je reste avec une idée de long terme et d'une vision d'actionnaire et non pas d'analyse technique puis de regarder le prix de l'action sur le graphique. Deuxièmement, si vous êtes un investisseur qui utilise l'approche indicielle, c'est-à-dire que vous investissez dans des FNB qui reproduisent le rendement d'un indice boursier, vous pouvez quand même réévaluer votre portefeuille. En regardant la composition de vos FNB, demandez-vous, est-ce que vous êtes trop concentré dans un secteur d'activité? Est-ce que vous avez une trop grosse exposition à un marché spécifique? Par exemple, ça se peut que vous investissiez dans 3 fonds indiciels différents, mais que finalement, les 3 fonds, ils tournent tout autour du marché nord-américain. Et dans ce cas-là, vous n'avez aucune diversification à l'international. Vous êtes peut-être surpondéré dans le secteur technologique. Donc, ce sont des éléments à surveiller. Sinon, peut-être que vous voulez ajouter une exposition aux métaux précieux comme l'or, ou peut-être que vous voulez ajouter des actions individuelles à vos placements, dans le sens que si vous avez un portefeuille 100% investi dans des fonds indiciels, vous pourriez quand même décider de mettre un 5% ou un 10% dans des actions spécifiques. On s'entend, investir un petit pourcentage dans une entreprise ou des entreprises que vous avez analysées et que vous avez confiance, c'est pas ça qui va venir tripler votre rendement annuel, mais c'est pas ça non plus qui va venir détruire vos placements si jamais vous êtes complètement dans le champ. En fait, l'idée d'avoir un 5-10% en actions individuelles, c'est plus pour devenir un véritable actionnaire, de vous motiver à suivre l'actualité économique et peut-être d'affiner vos compétences comme investisseur autonome, mais encore une fois, ce n'est pas une recommandation et ça ne veut surtout pas dire d'aller miser all-in sur un penny stock non plus. Ceci étant dit, il y a aussi beaucoup de Québécois qui ont acheté des CPG non encaissables en 2022-2023 quand les taux des CPG étaient autour de 5%. Donc, si vous avez pris un CPG pour 3-4 ans, ou peut-être que c'était plus court que ça, mais il s'est renouvelé automatiquement, ce serait le temps d'aller vérifier s'il arrive à échéance au courant de l'année prochaine parce que, encore une fois, si vous faites rien, le CPG va se renouveler automatiquement à un taux beaucoup plus bas parce que présentement, la plupart des CPG sont rendus autour de 2,2-2,5%. Rendu là, ça se peut que ça vous tente de sortir votre argent de là pour l'investir ailleurs. Tout ça pour dire que pendant que tout le monde se laisse aller dans les dépenses du temps des fêtes, je pense que c'est le meilleur moment pour prendre du recul sur votre situation financière. Si vous prenez le temps de faire tout ce que j'ai couvert dans l'épisode, les 6 choses à faire avant la fin de l'année, vous allez commencer l'année 2026 avec plus de clarté et avec un plan précis pour augmenter votre valeur nette, c'est en donnant la priorité à vos finances, c'est de même que vous allez atteindre vos objectifs financiers. Et bref, j'aimerais ça que vous profitiez du mois de décembre pour mettre toutes les chances de votre bord et que 2026 devienne votre meilleure année financière. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié le contenu du podcast, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.